Le 27 janvier 1847, Alexis de Tocqueville prononce un discours devant la Chambre des députés. Il y dit « Regardez ce qui se passe au sein des classes ouvrières. Ne voyez-vous pas que leurs passions de poétique sont devenues sociales? Ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas équitables? Et ne pensez-vous pas que, quand de telles opinions descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables? La mise en garde est claire, le peuple gronde, ses revendications sont nombreuses et la révolution est proche. De Tocqueville ne pouvait être plus juste. Un an plus tard, la capitale sombrera dans l'anarchie, entraînant avec elle l'Europe entière. Le 7 août 1830, Louis-Philippe Ier devient roi des Français. Il se présente comme un roi bien plus libéral que ses prédécesseurs. Il rétablit le drapeau tricolore qui avait été abandonné suite à la chute de Napoléon, abroge la censure de la presse, fait disparaître la notion par la grâce de Dieu de la charte constitutionnelle et prête serment devant les chambres de respecter cette dernière. Alors cette charte, c'est une constitution avec comme particularité d'avoir été accordée par le roi au peuple. Son régime, il s'affiche donc comme un renouveau de la monarchie. Elle se libéralise et se rapproche de la bourgeoisie aux dépens de la noblesse. Et le régime devient véritablement parlementaire. Dans cette monarchie toutefois, le roi gouverne vraiment. Il peut proposer des lois, il peut participer au conseil des ministres et fait de la politique étrangère son domaine, notamment sur les grandes questions comme la guerre. Louis-Philippe, il profite de la période de prospérité économique que connaît le pays pour y développer le chemin de fer et l'industrie. Il fait ainsi entrer la France dans la révolution industrielle. Il porte aussi son attention sur la condition sociale. En 1833, une loi oblige les communes à entretenir au moins une école primaire et un instituteur. Et en 1841, une autre fixe l'âge minimum du travail dans les industries et les manufactures à 8 ans. Le régime est alors plutôt populaire, que ce soit auprès du peuple ou de la bourgeoisie. La France va toutefois connaître différentes crises vers la fin du règne de Louis-Philippe, avec dans un premier temps une crise des subsistances. Les récoltes de 1846 sont mauvaises et provoquent un violent recul de la production de céréales et de pommes de terre. Les prix de ces subsistances, qui représentent alors la base de l'alimentation d'une majorité de la population, doublent entre 1845 et 1847. Avec l'augmentation des prix, la demande diminue fortement, ce qui force le patronat à se débarrasser d'une grande partie de sa main-d'œuvre. Le chômage fait alors des ravages chez les ouvriers. On voit apparaître des conflits entre le peuple rural, qui souhaite conserver la nourriture dans la région, et les notables, qui n'hésitent pas à l'exporter. En 1847, à Busancais, une émeute s'attaque aux notables, un propriétaire terrien est tué et des maisons de riches sont détruites. Ces émeutes se partagent par la suite à d'autres régions. 3 fauteurs de troupes sont condamnés à mort dans cette ville, ce qui attise encore les tensions. Cette crise qui échauffe le peuple est suivie par une autre qui, elle, est initiée par la bourgeoisie. Durant l'été 1847 débute la campagne des banquets. Alors cette campagne, elle désigne une série d'environ 70 banquets qui réunissent environ 17 000 convives, avec comme objectif de protester pour le suffrage universel. Ces banquets prennent rapidement une tournure républicaine, ce qui déplaît au régime de Louis-Philippe. Le 22 février 1848, le gouvernement fait interdire un banquet qui était totalement légal et qui devait alors se dérouler à Paris. Une poignée d'étudiants, d'ouvriers et de meneurs républicains manifestent contre cette décision arbitraire. En apprenant cela, Louis-Philippe aurait d'ailleurs dit « Ils voulaient un banquet, ils n'en auront même pas les miettes ». Durant la soirée, les troubles s'étendent, mais le gouvernement, qui a environ 30 000 hommes à disposition dans la capitale, ne se sent pas vraiment menacé. Le 23, toutefois, l'infanterie est incapable de rétablir l'ordre, ce qui force le pouvoir à faire appel à la garde nationale. Alors cette garde, c'est une sorte de milice citoyenne composée de citoyens capables d'entretenir eux-mêmes leur équipement, donc principalement la petite bourgeoisie et des commerçants. En s'appuyant sur celle-ci, le gouvernement s'en remet à l'opinion des Parisiens, opinion qui ne lui est plus aussi favorable qu'au début du régime. La garde ne fait donc pas vraiment d'efforts pour établir l'ordre et se contente de protéger ses commerces. Le président du conseil de Louis-Philippe, François Guizot, démissionne dans la journée, prouvant ainsi que le gouvernement se plie aux revendications des manifestants,
ce qui fait le bonheur de ces derniers. Mais dans la soirée, une fusillade éclate boulevard des Capucines et entraîne la mort de 13 manifestants. Cet événement, il transforme la manifestation en une réelle révolution. Les insurgés, ils lèvent d'ailleurs plus de 1500 barricades dans la capitale. Ils prennent ainsi peu à peu le contrôle de celle-ci, sans que l'armée, privée du soutien de la garde nationale, ne puisse s'y opposer. Le roi se refuse à provoquer un bain de sang, il préfère abdiquer le 24 en faveur de son petit-fils et quitter Paris pour tenter d'apaiser la situation. Mais les chefs républicains qui ont mené les insurgés prennent finalement le pouvoir, écartant le prince, tandis que le palais des Tuileries, abandonné à la foule, est saccagé. La Deuxième République française est proclamée dès 15h et un gouvernement provisoire est établi à 20h. Il comprend 11 membres et mélange républicains modérés et républicains radicaux, ainsi que royalistes et socialistes. En 1830, le chancelier autrichien von Metternich disait « Quand Paris éternue, l'Europe s'enrhume ». Paris a éternué avec la révolution du 22 février, et effectivement, Vienne s'enrhume le 12 mars 1848. Ce jour-ci, le discours d'un nationaliste hongrois, Louis Kossuth, est lu devant une assemblée d'étudiants, d'ouvriers et de curieux. Cette foule, elle est exultée par le discours, et elle réclame la démission du chancelier, qui est alors l'homme qui exerce réellement le pouvoir dans l'Empire depuis 1821. Le gouvernement envoie l'armée pour réprimer cette foule et fait 5 morts, ce qui provoque l'indignation générale et fait grossir l'insurrection, tandis que plus de 200 barricades sont érigées. Durant la nuit, Metternich s'enfuit de la capitale et démissionne. La nouvelle de la révolution de Vienne et l'évident affaiblissement du pouvoir autrichien encouragent les peuples qui composent l'Empire à se soulever. Les Pragois prennent les armes le 15 mars et sont suivis par les Milanais et les Hongrois le 18. Venise proclame la République le 22 mars, après s'être soulevée le 17. Le désir révolutionnaire s'étend en dehors de l'Empire. Berlin se soulève et le 23 mars, on peut lire sur ses murs « Salut à toi, peuple français, à toi notre reconnaissance. La voix du peuple a parlé au peuple, et les peuples saluent avec joie l'avenir que tu leur as dévoilé. » Mais elle n'est pas la seule. Leipzig, Holstein, Francfort et Munich l'accompagnent, tandis que le royaume de Piémont-Sardaigne, bordé par le rêve d'unification italienne, se range aux côtés des insurgés italiens pour repousser les Autrichiens hors de la région. Le peuple polonais gronde à nouveau à la recherche de son indépendance vis-à-vis de la Prusse. Et Rome, de son côté, devient une république le 9 février 1849, après que le pape Pie IX ait été forcé de fuir la ville. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne et la Norvège connaissent eux aussi quelques mouvements d'agitation et de soutien aux insurgés, bien qu'aucun n'aboutisse vraiment. Ces révolutions sont toutes libérales et nationalistes, elles réclament des libertés et la reconnaissance des nations, soit dans un objectif d'unité ou soit dans une recherche d'indépendance. L'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier, promet ainsi la mise en place d'une assemblée constituante et l'autonomie de la Hongrie, tandis que le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, impulse l'élection au suffrage universel d'un parlement pour donner une constitution à l'Allemagne entière, qui aurait à terme unifié celle-ci. Ce printemps des peuples a, durant l'année 1848, un goût de victoire pour les insurgés. L'Italie semble s'unifier à travers les victoires militaires qui repoussent les Autrichiens hors de Milan et de Venise, tandis que les peuples hongrois et tchèques semblent se libérer de l'Empire. En Allemagne, le parlement élu accouche d'une constitution et propose au roi de Prusse de devenir le premier empereur de l'Allemagne. Pourtant, en France, la première élection au suffrage universel met en place une majorité conservatrice, tandis que la République réprime par le sang un soulèvement parisien en juin 1848. Le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, fait le choix d'intervenir à Rome afin d'y chasser la République et de rétablir le pape Pie IX sur le trône de la ville éternelle. Ce même Louis-Napoléon qui sera quelques années plus tard sacré empereur des Français, écrasant par la même occasion la Deuxième République. En Italie du Nord, les armées du Piémont-Sardaigne sont définitivement vaincues par les Autrichiens le 23 mars 1849 à Novare. Son souverain, Charles Albert, est contraint d'abdiquer en faveur de son fils et évite de justesse le démantèlement de son royaume, tandis que Venise et Milan retombent sous le contrôle de l'Empire. La Russie, seule épargnée des révolutions de 1848, apporte son soutien aux vieilles monarchies et écrase à leur côté Tchèques, Hongrois et Polonais, réduisant ainsi à néant tout espoir d'indépendance. En Allemagne, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV
refuse la couronne d'empereur de la Petite Allemagne que lui offre le Parlement de Francfort. Elle serait, d'après lui, déshonorée surabondamment par l'odeur de charogne que lui donne la Révolution de 1848. Partout, les monarques peuvent compter sur le soutien de l'armée et des masses rurales, les habitants des villes étant encore bien moins nombreux que ceux de la campagne, tandis que les insurgés sont incapables de collaborer entre eux. Mazzini, fervent nationaliste et républicain italien et futur père de la patrie italienne, dit en 1850 « L'Europe a été ébranlée. 20 révolutions se sont déroulées. La France a brisé la monarchie bourgeoise, l'Allemagne a vu 10 foyers d'insurrection, et Vienne a rugi des colères du peuple. L'empereur a fui, le pape a fui. Le drapeau qui porte liberté, droit, indépendance a flotté, et tout cela est tombé. Pourquoi la réaction triomphe-t-elle? La cause est en nous, dans notre manque d'organisation, dans l'éparpillement de nos forces. » Ce printemps des peuples laisse finalement l'amer goût d'une révolution inutile à ses partisans. En Italie, l'expression « faire un 48 » signifie s'agiter pour n'aboutir à rien. En France, la prise d'armes révolutionnaire est discréditée, car elle a, en juin 1848, opposé les insurgés à un parlement élu par le peuple. Les élites nationalistes et libérales d'après 48 abandonnent la voie révolutionnaire pour se tourner vers le réformisme. Seuls les socialistes, portés par Karl Marx et Engels, qui publient leur ouvrage Manifeste du Parti communiste en février 1848, se détournent de la voie réformiste pour embrasser celle de la lutte des classes et de la révolution ouvrière. Cet échec n'a toutefois pas été vain. Le féodalisme est aboli dans l'Empire autrichien, l'esclavage aboli en France, et les souverains prennent la voie du libéralisme, qui, comme ils l'ont compris, devient une nécessité. Le Second Empire napoléonien, par exemple, embrassera peu à peu la forme d'un empire libéral durant la seconde moitié du règne de Louis-Napoléon Bonaparte. J'espère que ma première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire.